Me voici à nouveau pour vous présenter quelques expériences. Dans cette leçon, Étienne Robert vous a montré des machines thermiques. Ici, j'aimerais vous montrer quelques petites expériences qui illustrent comment un processus thermique peut donner lieu à un travail. On va commencer par essayer de comprendre comment fonctionne un petit jouet qu'on peut trouver dans le commerce. Ensuite, on regardera un moteur à dépression, puis un moteur mieux défini qui est le moteur de Stirling. Enfin, on regardera le fonctionnement d'un réfrigérateur. Je commence avec ce petit jouet. Je vous propose de regarder ce qui se passe lorsque ce petit oiseau trempe son bec dans l'eau. Regardez ce qui se passe avec le liquide dans le corps de l'oiseau. Quand l'oiseau bascule, le liquide repart au fond, en bas de l'oiseau, et peu à peu, le liquide monte. Comme ceci. Qu'est-ce qui fait que le liquide monte? Pour clarifier ceci, les préparateurs ont mesuré la température du bec de cet oiseau. Dans un premier temps, ils ont monté un thermocouple très fin sur le bec, et dans un deuxième temps, ils ont utilisé une caméra infrarouge. Observons. Voici la mesure de la température d'un thermocouple monté sur le bec du canard. Lorsque le bec est hors de l'eau, il refroidit. Et ensuite, il revient à température ambiante, c'est la température de l'eau dans le verre. Vous voyez maintenant une image obtenue avec une caméra infrarouge. Sur la droite, vous avez une barre qui indique qui fait la correspondance entre la couleur et la température. Donc, le bas de l'oiseau est à peu près à température ambiante, tandis que le haut est à une température de quelques degrés inférieure à la température ambiante. Il nous reste à comprendre pourquoi, lorsque la tête du canard refroidit, le liquide monte. Pour comprendre ce phénomène, les préparateurs ont un autre dispositif pour rendre les choses plus claires. Je vous laisse regarder. Vous avez ici un liquide semblable, enfermé dans ces deux boules reliées par un tube, et comme vous le voyez, lorsqu'on chauffe d'un côté, le liquide part de l'autre. On va faire l'expérience inverse maintenant. On va refroidir un côté. C'est l'équivalent de ce qui se passe dans la tête de l'oiseau buveur. Et vous voyez le liquide qui part du côté le plus froid. Je passe maintenant à un autre dispositif, un moteur appelé moteur à dépression. Vous avez ici un réchaud à alcool qui chauffe l'air au voisinage d'un clapet qui ouvre un cylindre muni d'un piston monté sur un volant. J'ai une image ici qui vous permet de voir le schéma de principe. Vous avez deux bielles, vous avez un piston dans le cylindre qui est refroidi par des ailettes,
vous avez l'air chaud à l'entrée du cylindre, vous avez un clapet qui s'ouvre avec un déphasage par rapport au mouvement du piston dans le cylindre. Je vous invite à regarder la vidéo du moteur en fonctionnement. Vous voyez qu'il faut générer une bonne flamme pour que le système fonctionne. Le voilà en plein fonctionnement. Et les préparateurs, pour rendre plus clair ce qui se passe, ont fait une image avec une caméra rapide. Avec la caméra rapide, vous voyez le clapet qui va s'ouvrir et qui chasse l'air qui était dans le cylindre, et maintenant de l'air chaud entre. On va revoir ça une deuxième fois. L'air chassé et l'air chaud qui entre. J'aimerais vous montrer maintenant un moteur dont le principe est mieux défini. En voici une construction. J'en profite pour saluer le préparateur qui nous a construit ce modèle d'une machine dite de Stirling. Vous voyez sur la droite un cylindre en verre au-dessus d'un réchaud à alcool. La base du cylindre est contenue dans une pièce métallique avec des ailettes de refroidissement. Et nous avons plusieurs capteurs. D'abord, nous allons mesurer la température ici et là. Donc la température du côté de la flamme et la température du côté des ailettes. Il y a un deuxième cylindre qui est actionné, comme on le verra tout à l'heure, dont le piston est actionné par une bielle rattachée au volant qu'on voit à l'arrière de l'image, et on mesure la pression du gaz à cet endroit-là. Si maintenant on regarde le dispositif du côté du volant, nous distinguons ici un aimant et ici un capteur de position qui va nous donner une indication du volume du gaz. Je vous invite à regarder la vidéo. Voici le moteur, la flamme est allumée, la température du côté de la source chaude augmente et le préparateur va lancer le système. Grâce au capteur qui nous donne la pression et le volume, on peut faire une image, un diagramme PV de ce moteur. Pour comprendre ce qui se passe, j'aimerais d'abord vous rendre attentif à un point particulier de ce moteur, c'est que vous avez dans le grand cylindre, celui qui est exposé à la flamme, vous avez un piston qui a la forme d'une grosse ampoule en verre, et lorsque ce piston se déplace à l'intérieur du cylindre, le volume du gaz reste constant. Je passe maintenant à un schéma de principe du moteur de Stirling. Voici le cycle de Stirling sur un diagramme PV. Je commence par ce sommet du diagramme et je vous montre ici une variante du moteur de Stirling où au lieu d'avoir deux cylindres séparés, les cylindres sont ensemble, mais il y a bien sûr deux pistons. Nous sommes ici dans l'état du système où le volume est le plus petit et le gaz est confiné du côté exposé à la source chaude. À ce moment-là, le gaz subit une expansion isotherme à la température T+, jusqu'à arriver à cet état-là où on a le volume maximum, que j'ai noté V1 sur ce diagramme, et maintenant le système va faire au gaz une transformation isochore. Le volume est constant, mais le gaz va passer du côté chaud au côté froid. Sur le dispositif que j'ai dessiné schématiquement ici, le gaz passe à travers une grille qu'on appelle un régénérateur.
vous réalisez bien que si le gaz passe de la température T+ à la température T-, son énergie interne change. Mais comme le volume est constant, il n'y a aucun travail opéré sur ce gaz. Il faut donc qu'il y ait un échange thermique. Le régénérateur permet cet échange thermique de la façon la plus efficace. On arrive à la fin de la transformation isochore avec le même volume V1 à la température de la source froide. À ce moment-là, on fait une compression isotherme comme ceci pour arriver à l'état suivant où on a à nouveau le volume minimal, mais cette fois-ci, le gaz est confiné dans la zone exposée à la source froide. Il n'y a plus qu'à faire une transformation isochore pour revenir à l'état initial. Pour terminer, j'aimerais vous montrer le fonctionnement d'un réfrigérateur. Vous avez ici un réfrigérateur dont on n'a gardé que le principe de fonctionnement, si vous voulez bien. Vous remarquez sur l'image la présence d'un compresseur qui est alimenté électriquement. Il y a un dispositif de sécurité qui assure que la pression ne monte pas trop haut dans le système. Vous avez ici un condenseur. On notera ici qu'on a une pression du gaz qui vaut à peu près 15 bars quand le système tourne. Et on va condenser le gaz caloporteur dans le condenseur, ce qui va faire, puisqu'on a une condensation du gaz, que l'eau autour de la spirale, ici, l'eau va avoir une température élevée. Ensuite, le liquide passe par un détendeur, ce qui va diminuer sa température. Après le détendeur, il y a un capillaire, ce qui va assurer la différence de pression. Vous noterez ici une pression élevée de à peu près 15 bars et une pression bien plus faible du côté du liquide. De ce côté-là, vous avez maintenant une évaporation du liquide qui a lieu et qui va provoquer un abaissement de la température de l'eau. Le gaz peut alors passer dans le compresseur. Observons le dispositif en fonctionnement. Le préparateur enclenche le compresseur. Vous notez sur le manomètre de droite la pression qui augmente. Initialement, l'eau est à température ambiante. Et après quelques temps, on arrive à peu près à 15 bars et 2 bars pour les pressions du gaz et du liquide. Et l'eau atteint une température de 17 degrés d'un côté, de 38 degrés de l'autre. Voici un schéma qui résume le principe de fonctionnement de ce réfrigérateur. Vous reconnaissez les deux bassins d'eau, les spirales. D'un côté, il y a condensation, de l'autre, il y a évaporation. Il y a un détendeur suivi d'un capillaire pour assurer de maintenir la différence de pression du liquide entre les deux branches du circuit du fluide caloporteur, et puis au milieu, bien sûr, le compresseur. En résumé, dans ce module, nous avons analysé le principe thermique qui fait fonctionner ce jouet que j'ai appelé l'oiseau buveur. On a vu fonctionner un moteur à dépression, avec, on l'a vu très clairement, une source chaude, la flamme, et un système de refroidissement, les ailettes sur le cylindre. On a ensuite analysé le mode de fonctionnement d'un moteur de Stirling, puis on a regardé un réfrigérateur démonté pour qu'on en voit bien toutes les parties. Je vous remercie de votre attention.